décembre 1989, il n'y a pas eu de vide de pouvoir. Les preuves recueillies jusqu'ici par les procureurs en charge du dossier concernant le déclenchement et la mise en place de la diversion militaire à compter du 22 décembre 1989 au soir conduisent à l'idée que cette dernière a été la principale cause des nombreux décès, blessures et dégâts survenus ce jour-là. Les investigations ont mis au jour les mécanismes des désinformations constantes aux conséquences particulièrement graves, lancées par le biais de la télévision et de la radio publique et par le biais des moyens de communication militaire qui ont provoqué à l'échelle nationale une véritable psychose terroriste, a conclu le procureur Marian Lazar. Les enquêteurs affirment également avoir identifié la source du son qui, le 21 décembre 1989, avait semé la panique parmi les dizaines de milliers de personnes rassemblées par le parti devant le siège du comité central pour écouter le discours de Nicolae Ceausescu. Ces éléments allaient contribuer à désorganiser le meeting et donner le coup d'envoi des protestations à Bucarest. Par ailleurs, les enquêteurs ont découvert qu'avant l'exécution des époux Ceausescu, tentative de liquidation de ceux-ci. Dernier point d'info. À Bucarest, et cela malgré l'approche des vacances et des fêtes de fin d'année. La revue de presse en parle. D'Ourmanie, qui pour cible par des malfaiteurs, avait donné les forces de l'ordre. Pourtant, la Fédération des syndicats nationaux des policiers et du personnel contractuel et la Fédération des syndicats de l'administration nationale des pénitentiaires ont appelé leurs adhérents à manifester ce mercredi devant le ministère de l'Intérieur contre le financement insuffisant de l'ordre public. Adevărul.ro, qui suit les événements presque en temps réel, cite les organisateurs qui expliquent que leur action syndicale part, je cite, l'attitude inefficace des gouvernants en ce qui concerne le financement du système, les salaires du domaine et la protection des policiers, notamment de ceux faisant partie des structures opérationnelles et qui se trouvent constamment au premier rang de la lutte contre les phénomènes infractionnels de la société roumaine. Fin citation. Pour les syndicats de policiers, le sous-financement du ministère de l'Intérieur tue, y compris par les agressions physiques et psychiques contre les agents, écrit Adevărul.ro. Le ministère a pour sa part pris acte des protestations et exprime son ouverture au dialogue, informe aussi le quotidien en ligne. Qui demande l'éradication par une modification de la législation de toute activité déroulée sans licence dans le domaine du transport routier de voyageurs, annonce România Liberă. La Confédération des opérateurs et transporteurs autorisés de Roumanie s'insurge contre la concurrence déloyale et la fraude fiscale qui se manifesterait dans ce secteur d'activité, apprend-on dans le journal électronique. Dans ce contexte, Ziarul.financiar.ro s'arrête sur ce qu'il appelle la décision choquante de la mairie de Bucarest qui vient de décider que les commandes de taxi faites par les Bucarestois par téléphone ou par application en ligne passent uniquement à travers les stations radio des centres de dispatchers autorisés. Les applis qui permettent aux clients de commander une voiture depuis leur smartphone sont en danger au profit de stations radio venues droit de l'époque communiste, affirme encore le quotidien en ligne. À suivre. Sau poți alege
Radio Roumanie Internationale. RRI de A à Z. Le café des francophones. Antoine Emery. Voilà, vous êtes au Café des francophones et pour la 3e semaine consécutive, nous avons la chance de recevoir un sociologue turc, Levent Msaldi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous avez décrit ces dernières semaines un paysage effrayant de la Turquie qui est tombé, on pourrait dire, d'un coup dans des espèces de ténèbres politiques. Mais est-ce que l'avenir peut changer les choses? Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir ou non? Je veux bien avoir effectivement de l'espoir, mais là, le contexte international, à mon sens, ne s'y prête pas non plus. C'est quand on voit la configuration internationale, d'un côté vous avez Trump, de l'autre côté vous avez Poutine, et puis l'Europe, elle est quasi inexistante parce qu'elle est éclatée. On voit effectivement des efforts du côté français, du côté allemand, mais ça ne fait pas trop de poids face à Trump ou Poutine. Et sur le dossier du Moyen-Orient, sur le dossier syrien, on voit que c'est les Américains et les Russes qui mènent la danse. Ça laisse effectivement, beaucoup de champs vives à des nouveaux despotes comme Erdogan. Donc, finalement, c'est aussi le contexte international qui crée ces ouvertures. Bien sûr, bien sûr. Là, par exemple, quand Erdogan il négocie avec Merkel ces 3 millions Syriens en menaçant l'Europe d'ouvrir la porte, c'était quand même, c'était un petit peu la politique de l'épicier, mais la politique de l'épicier, les Européens laissent la faire. Oui, c'est les migrants, c'est ça, parce qu'il y a des grands camps de migrants en Turquie. Bien sûr, bien sûr. Il y a maintenant, c'est évolué entre 3 et 4 millions de Syriens. On voit que la frontière turque, c'est des passerelles. Le rapport du gouvernement d'Erdogan avec les djihadistes est plus que problématique. Et c'est un pays membre de l'OTAN, mais en même temps, il se rapproche de plus en plus de la Russie. On voit pas dans quel sens évolue ce pays. Encore une fois, on voit bien un côté un petit peu incohérent des choses. L'arbitraire plus l'incohérence. Et là, si Erdogan, il fait ses volte-face et il va dans ce sens-là, c'est parce qu'effectivement, encore une fois, le contexte international, il est favorable aussi. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, je ne suis pas très optimiste, je n'ai pas trop d'espoir quant à l'avenir de ce pays et il me semble qu'actuellement, il est peut-être à la dérive d'une formation clientéliste patrimoniale et avec à la tête un nouveau despote Poutine bis. Maintenant, c'est un petit peu aux Européens aussi de se poser la question, de penser aussi. Alors, est-ce qu'il y a quand même parce qu'on voit bien, avec la manière dont est cadenassée une partie de la population, on ne peut pas avoir de vote d'opposition. Mais qui sont finalement les soutiens de ce régime? C'est, encore une fois, c'est pour nous les sociologues, on a toujours cette figure, l'homme de la rue. Donc, l'homme de la rue, finalement, il n'a pas... C'est-à-dire que le régime, il est foncièrement clientéliste. Il sait aussi un petit peu, il sait bien redistribuer aussi un petit peu les retombées de la croissance. Vous voyez, les fruits de la croissance économique. Donc, il y a une multitude de réseaux clientélistes, partisans, qui fonctionnent bien, toujours, et qui apportent son soutien au régime. Et il ne faut pas oublier aussi, encore une fois, que en Turquie, on a aussi un bouton qui fonctionne très bien. On a le bouton nationaliste.
C'est-à-dire que une fois activé ce bouton nationaliste, c'est-à-dire que le pays il est encerclé de toutes autres parts par des ennemis, avec des ennemis à l'intérieur, donc les Kurdes qui veulent diviser les pays, plus les Européens. Et ce discours-là, il marche bien. Et on voit un petit peu l'évolution de la politique turque dans son rapprochement avec Poutine. C'est-à-dire que c'est toujours avec les mêmes discours, l'Occident, les Européens qui veulent diviser le pays avec leurs alliés kurdes, etc. Et une fois lancé avec bien sûr, avec les moyens de propagande, les journaux, parce qu'aujourd'hui en Turquie, il n'y a plus de presse libre, il n'y a plus de activitaires. Ils censurent, par exemple, il vient de censurer Wikipédia. C'est interdit Wikipédia en Turquie. Pourtant, Wikipédia, c'est logique de destruction massive, on pourrait dire. C'est pas un danger énorme. Voilà. Et là, à chaque crise, par exemple, politique, là, carrément, ils ralentissent, mais vraiment, l'Internet, le débit. Ou bien, ils coupent parfois l'accès à certains sites. Ils censurent, un peu comme les Chinois ou les Russes, ils censurent Tweet, ils censurent Face. Enfin, comment vous voulez que les gens, après, s'en sortent? Enfin, vous voyez? Voilà, pour ça. Il y aura effectivement beaucoup de choses à nettoyer pour les démocrates comme nous. Ils nettoyaient, quand je dis nettoyer, c'est-à-dire que pour récupérer ce qui a été cassé, ce qui a été détérioré, il faut du boulot pour les années à venir. Mais est-ce qu'il existe des mouvements critiques? Enfin, on se doute que dans le contexte actuel, c'est quand même très compliqué, mais même des gens qui sont soit à l'extérieur ou qui essayent d'avoir un discours, comme on disait en samizdat à l'époque de la Russie, ou informel, mais est-ce qu'il y a encore, une force qui existe quelque part, même si elle reste pour l'instant muette, mais qui a une certaine critique de cette situation? Il y en a toujours, bien sûr, il y a toujours des mouvements d'opposition. Le mouvement d'opposition, effectivement, il est toujours là, mais il est aussi, ce mouvement d'opposition, en termes politiques, on va dire, il est complètement éclaté. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, mais pour aller vite, le rapport de la gauche turque avec le mouvement kurde est très problématique. Parce que le mouvement kurde est d'abord un mouvement identitaire. Donc, alors que la gauche turque, elle voit ça pas bien, je veux dire, de mauvais œil, parce que là, les revendications identitaires ne vont pas très bien avec les arguments de la gauche. Qui représente en Turquie la gauche. Qui est plutôt... C'est une longue histoire, on ne peut pas entrer dans les détails de l'histoire. Est très ancré dans l'opposition. Donc dans cette configuration, comment vous voulez, un seul homme. Par le nouveau pouvoir de l'islam. Tout à fait, oui, bien sûr, très fortement. Mais là, il faut quand même... Une société tout entière, mais en rhétorique ou bien en pour effectivement pour mobiliser les militants, bah oui, l'argument musulman, l'argument islam, c'est au même titre que l'argument nationaliste, fonctionne très bien. Par ailleurs, islam, même à l'époque des Kamalistes, donc des Turcs, il a été instrumentalisé plusieurs fois pour cet objectif-là. Donc c'est bon. S'il s'agit de parler de la réislamisation de la société, je pense que là, non, c'est un pas que je franchirai pas. Par le pouvoir, oui. un mouvement de fond. Tout à fait. Parce que le parti lui-même, il n'est pas identifié politiquement. C'est ça le problème. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Levent Ünsaldi, de fin d'année. Et nous espérons que la Turquie aura de plus beaux jours devant elle.
Voici les fréquences de la rédaction française de Radio Roumanie Internationale valables du 29 octobre 2017 au 24 mars 2018. Les heures de diffusion locale restent inchangées. En revanche, les repères en temps universel changent afin de s'accorder à l'heure d'hiver. Nous vous proposons une première émission à destination du Canada à 2 heures universelles diffusée sur 6130 et 7410 kHz. À 6 heures en temps universel, nous diffusons une émission vers l'Europe occidentale sur 6040 DRM et 7360 kHz et vers l'Afrique centrale sur 9790. Nous proposons une émission diffusée sur 15 255 et 17 010 kHz vers l'Europe occidentale, 630 et 17 640 kHz vers le Maghreb. Une quatrième émission est diffusée à 17 heures en temps universel sur 5935 DRM et 7230 kHz à destination de l'Europe occidentale. De la journée est à 21 heures en temps universel et les sur 6030 DRM et 7375 kHz. Merci, à bientôt.